Retour sur l'actu. Le débat de la première. Bonjour à tous, bienvenue dans Retour sur l'actu, votre nouveau rendez-vous proposé par la rédaction de Nouvelle-Calédonie La Première. Comme son nom l'indique, cette émission reviendra chaque semaine sur ce qui a fait l'actualité politique dans un débat entre élus calédoniens. Et pour prendre du recul, dans les 10 dernières minutes, des experts, des universitaires, des scientifiques viendront nous livrer leur analyse du thème abordé lors de l'émission. Et parce que la priorité de Nouvelle-Calédonie La Première, c'est aussi la proximité, vous pourrez intervenir tout au long de cette émission au 258. Retour sur l'actu. Intervenez avec vos questions au 258. Et pour cette première, alors que 2022 sera chargé en rendez-vous politique, difficile de passer à côté des élections qui nous attendent. La présidentielle au mois d'avril, les législatives au mois de juin, des échéances qui se préparent aussi sur le caillou avec la création de comités de soutien ou la présentation de programmes. Mais quelle sera la portée de ces scrutins? Ici, en clair, au lendemain du 3e référendum, quels sont les enjeux calédoniens pour ces élections nationales? Pour en débattre, nous recevons ce midi Gilles Brial des Républicains calédoniens, Philippe Dunoyer de Calédonie Ensemble et Nina Julier de Génération NC. Bonjour à tous. Bonjour. Pour les 10 dernières minutes, nous serons avec le docteur en histoire, Paul Fizy. Nous vous retrouverons à 12h50. Bonjour. Bonjour. La première échéance qui nous attend, c'est donc l'élection présidentielle les 10 et 24 avril prochains. Quelle devra être la priorité du nouveau ou de la nouvelle présidente de la République, Nina Julier? S'occuper de la Nouvelle-Calédonie. Et comment? Tout d'abord, en réunissant l'ensemble des partenaires, qu'ils soient indépendantistes, loyalistes, l'ensemble des partis, bien sûr, puisqu'on est dans la période de transition et de négociation du futur statut de la Nouvelle-Calédonie. Certains préférant attendre que les présidentielles aient lieu pour de nouveau venir autour de la table. Donc je crois que le président de la République aura cette mission importante de tous nous réunir et de faire en sorte qu'on puisse s'accorder sur un futur statut de la Nouvelle-Calédonie dans la France. Philippe Dunoyer, c'est passé par le président ou la présidente de la République, ce sera un incontournable? Oui, c'est un engagement personnel du président de la République et je ne vous cache pas que je souhaite ardemment que ce soit Emmanuel Macron qui soit réélu pour qu'il poursuive l'investissement qu'il a témoigné dans le dossier depuis 5 ans. Mais cet engagement personnel, qui sera celui du président en tout cas, et je le souhaite celui d'Emmanuel Macron, il faut le nourrir. Et c'est important que les Calédoniens l'entendent. On a un président qui, pendant 5 ans, a construit une relation particulière avec le pays, je crois, une forme peut-être de supplément d'âme avec nous. Il l'a montré au moment de son déplacement et quasi quotidiennement, en tout cas hebdomadairement, depuis son mandat. Et lorsque nous l'avons rencontré à Paris, tout à fait récemment, donc c'est encore plus intéressant, il nous a fait part de son intention d'avoir une vision innovante, atypique de la sortie de l'accord de Nouméa, comme l'a été d'ailleurs le processus de l'accord de Nouméa, qui l'est, lui, totalement innovant, et notre histoire est atypique. Donc il faut qu'il prenne en main les choses. On voit que la tension existe localement, elle existe au niveau national, mais c'est à lui, et je crois qu'il est prêt à le faire, de prendre une initiative pour retrouver les voies d'un dialogue qui aujourd'hui sont rompues et qui sont nécessaires pour construire le consensus qu'on appelle de nos voeux. Mais si ce n'est pas Emmanuel Macron, quelque président ou présidente que ce soit, comment faudra-t-il traiter la question de la Nouvelle-Calédonie au niveau national? Alors il faudra, et c'est aussi un atout d'Emmanuel Macron, en tout cas un enjeu de l'élection présidentielle, il faudra réunir un double consensus. Un consensus local, entre indépendantistes et non-indépendantistes, mais aussi un consensus national. Parce qu'à un moment, lorsque la solution sera trouvée, il faudra la constitutionnaliser, et il faudra que les 3/5 des parlementaires au minimum la votent. Donc la capacité du président ou de la présidente, ce sera celle de rassembler au-delà de sa sensibilité. Et je crois que la capacité de rassembler, pour un président qui sera éventuellement donc sortant et réélu, et on le voit au travers du déroulé de l'élection présidentielle, avec le rassemblement assez large qui se fait autour de sa personne, c'est Emmanuel Macron qui l'incarne. Gilles Brial, cette obligation de consensus, comment un président de la République nouvellement élu, même si c'était Emmanuel Macron, peut vraiment réussir alors que les indépendantistes ne sont pas autour de la table? D'abord, il y a
la connaissance du dossier calédonien. Et ça, c'est un paramètre important. Quand on était à Paris au mois de juin, on s'est fixé un calendrier, on s'est fixé 18 mois, donc il ne reste plus qu'un an maintenant, un petit peu plus d'un an. C'est la période qu'on a appelée transitoire pour trouver une solution et sortir de l'accord de Nouméa. Donc, cette période sera respectée ou non en fonction de la capacité d'avoir un président qui connaît le dossier calédonien, qui s'en imprègne et qui apprenne à découvrir et comment on fonctionne avec les interlocuteurs calédoniens, parce qu'on est un petit peu... On a beaucoup d'avantages en Nouvelle-Calédonie, on a certainement beaucoup de qualités, mais on a des fonctionnements qui sont parfois un petit peu étonnants quand on nous regarde de Paris. Et c'est vrai qu'Emmanuel Macron a un avantage certain là-dessus. Ça fait 5 ans qu'il s'occupe du dossier calédonien, qu'il y a des équipes qui sont investies avec un ministre de l'Outre-mer, Sébastien Lecornu, même s'il ne restera pas ministre de l'Outre-mer, qui connaît le dossier calédonien et qui a impulsé une dynamique. Et ça, c'est quelque chose d'important. Ensuite, les indépendantistes sont légitimistes. Ils ont beaucoup de défauts, nos amis indépendantistes, mais il y a une chose qu'on peut leur reconnaître, c'est qu'ils respectent le résultat des élections. Et à chaque fois, ils discutent, que ce soit au niveau local, avec celui qui a gagné les élections, et ils discutent au niveau national, avec celui qui a été choisi par l'ensemble des Français. Donc moi, on pourrait dire que ça va être possible parce que ils remettent en cause le résultat le référendum même, le 3e référendum, ils le remettent en cause. Est-ce que ce légitimisme des indépendantistes, on va pouvoir le retrouver là ? Ça va leur donner une porte de sortie honorable. Ils sont fermés aujourd'hui dans une stratégie qui peut être reconnue comme fine ou dangereuse. Et ils ont besoin d'une porte de sortie. Ils ont dit qu'ils ne faisaient pas de négociations tant qu'il n'y avait pas un gouvernement pérenne qui se remettait en place, ce qui peut se comprendre, hein. C'est-à-dire que là, ce qui va être engagé, quand on va trouver une solution, on va engager la Nouvelle-Calédonie pour plusieurs décennies, de manière pérenne, ce que nous souhaitons. Et donc, c'est quand même plus sérieux de le faire avec un gouvernement qui se met en place que plutôt un gouvernement qui en sortit. Ça, on peut l'entendre. Mais ce qui est sûr, c'est que la dynamique de l'État a toujours compté dans les résultats des négociations. C'est comme ça que c'est négocié Matignon, c'est comme ça que c'est négocié l'accord de Nouméa. Je disais, on a beaucoup de qualités, mais on a un gros défaut en Nouvelle-Calédonie, c'est cette incapacité entre loyalistes et indépendantistes à déclencher nous-mêmes des négociations sans y être obligés par l'État. Et donc ça va être ça le rôle du prochain président de la République. Et je pense qu'Emmanuel Macron a un petit avantage à ce niveau-là. Philippe Dunoyer. Oui, c'est très important d'avoir en tête cet enjeu parce qu'à chaque élection, pas seulement présidentielle, hein, à chaque élection, lorsqu'il y a une alternance, on a plutôt tendance à observer une phase de déconstruction avant une phase de construction d'autre chose. Et c'est ce que je crains, moi, notamment à l'occasion de ces élections présidentielles. Il faut absolument rien déconstruire. On a peu de temps, hein, ça a été dit. On peut rappeler peut-être à vos auditeurs que, normalement, en mai 2024, il ne peut plus y avoir d'élections provinciales et l'accord de Nouméa s'achèvera. Donc on a un temps qui est très court et c'est pour ça que juin 2023 est l'échéance qu'on s'est fixée. Mais surtout, la légitimité du président, bien sûr, c'est celle de son élection, mais c'est aussi celle de son investissement. Et cette légitimité, Sébastien Lecornu l'a acquise par l'investissement en temps, l'investissement personnel depuis de très nombreuses années. Mais c'était le cas de précédents gouvernements, notamment de gouvernements qui, soit à gauche, soit à droite, ont fait preuve d'investissement. Il y a eu effectivement d'autres investissements par le passé, et puis après on a eu les histoires des élections présidentielles ont eu lieu, on a eu nos enjeux ici, mais là on est vraiment au bout d'un processus et dans un environnement de rupture de dialogue qui pose quand même un problème sur la table. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, même si ça n'a rien à voir avec la qualité des ministres de l'Outre-mer ou des premiers ministres, il faut que ça soit une initiative présidentielle. Parce que lui, notamment lui, par l'histoire, par ses déclarations, par ses relations, par l'intérêt qu'il témoigne au dossier calédonien depuis toujours, a construit cette légitimité. Il est le seul, à mon avis, à pouvoir relancer ou réinitier cette dynamique rapidement, parce que le temps presse. Lina Julier, juste une précision, vous l'avez dit, d'autres gouvernements se sont investis, mais dans l'histoire récente de la Nouvelle-Calédonie, des 10-15 dernières années, jamais un ministre de l'Outre-mer s'est autant impliqué en temps, parce qu'il a quand même passé quelques semaines en Nouvelle-Calédonie, dans des semaines en confinement, et donné vraiment de sa personne pour essayer de faire avancer le dossier calédonien. On ne peut pas dire que
tous les ministres qui se sont suivis ont eu le même niveau d'implication. Et d'ailleurs, dans la population calédonienne, aujourd'hui, cette implication de Sébastien Lecornu, elle est reconnue de tous. Mais il y a eu des premiers ministres, il y a eu des premiers ministres qui se sont... C'est pour ça que il faut remonter quand même relativement assez loin pour avoir des personnalités de ce rang-là au niveau de l'État avec autant d'investissement. Nina Julier, vos co-invités parlaient de la connaissance des candidats et du potentiel président de la République. Comment on peut s'assurer que le président va vraiment s'occuper de la Calédonie alors qu'on n'est qu'un petit bout de France très très loin et qu'il y a beaucoup d'autres sujets? Pour résumer ce que mes collègues ont dit, on a eu 3 référendums, on est resté français et il n'y a pas eu de guerre civile. Et ça, c'est Emmanuel Macron. C'est Emmanuel Macron qui a nommé Sébastien Lecornu, c'est Emmanuel Macron qui avait choisi comme Premier ministre Édouard Philippe, qui s'est aussi très investi sur le dossier calédonien. Donc après, on peut toujours dire, mais les autres, ils s'étaient investis également sur le dossier, etc. Mais aujourd'hui, le constat, c'est celui-là. On a passé 3 référendums avec, à la tête du gouvernement français, Emmanuel Macron. On est resté français et il n'y a pas eu de guerre civile. Donc moi je propose qu'on continue avec le même et qu'on attaque cette phase de négociation avec une personne qui a largement fait ses preuves d'efficacité, de responsabilité et d'engagement pour le pays. Philippe Desnoyers. Oui, merci. Pour compléter ce que je disais tout à l'heure, il y a la partie connaissance du dossier qui est... je dirais très à géométrie variable entre les candidats à l'élection présidentielle. De toute façon, il suffit d'essayer de rechercher des déclarations des autres candidats au présidentiel sur le dossier calédonien et vous n'allez pas en trouver beaucoup, contrairement au président. Mais au-delà de sa connaissance, il y a une réflexion sur le dossier. Je pense que c'est ça aussi qu'il faut que nous ayons en tête. Il ne se fait pas seulement un connaisseur des limites, des potentiels, des arcanes et des textes. Il a réfléchi à ce dossier-là. C'est en ce sens que lorsqu'il nous parle d'une solution innovante et atypique, sans la développer, mais on sent qu'il a à la fois intégré la dimension personnelle, les équilibres particuliers qui sont ceux de la Calédonie et la recherche d'un consensus à tout prix, mais également la nécessité aussi de trouver des solutions qui soient un peu, même totalement, innovante au plan du droit. C'est ce qui avait caractérisé l'accord de Nouméa et c'est ce qui devra caractériser la prochaine solution. On l'a compris, vous soutenez tous les 3 Emmanuel Macron pour cette élection présidentielle, mais admettons que vos vœux ne soient pas entendus, qu'il ne soit pas réélu. Comment, en tant qu'élu calédonien, vous ferez en sorte que la Calédonie soit une priorité et que ce soit développé dans le sens que vous voulez au niveau de l'État? Il faut reprendre notre bâton de pèlerin et le travail d'explication qu'on a fait avec ce gouvernement-là. Si malheureusement c'est pas le même président de la République qui est reconduit, il faudra le refaire. C'est-à-dire qu'on repart à zéro et il faudra refaire ce travail d'explication. Mais ça sera une phase qui sera compliquée, qui fera perdre beaucoup de temps à la Nouvelle-Calédonie par rapport aux enjeux. Mais malgré tout, les élus calédoniens vont avoir un rôle déterminant dans cette phase de tous bords, qu'ils soient indépendantistes ou qu'ils soient loyalistes, parce que, encore une fois, la solution de sortie, elle se fera à 3. C'est bien l'État, les non-indépendantistes et les indépendantistes. C'est pas parce que l'histoire est comme ça et qu'elle doit forcément se répéter, c'est qu'il ne peut pas y avoir de consensus, il peut pas y avoir un référendum de projet qui soit organisé en juin, en mi-2023, avec un objectif comme ça a été lors de l'accord de Nouméa, que et loyalistes et indépendantistes disent oui à ce projet, s'il n'y a pas un travail fort qui soit fait sur le terrain, dans chaque camp, c'est-à-dire quand on avait discuté avec le camp d'en face, il faut être capable de le faire au sein de son propre camp, et ça c'est quand même quelque chose de fondamental, et avec l'État. L'État n'est pas quelqu'un qui observe, c'est pas un juge, c'est un partenaire, acteur, et qui est même la locomotrice de ce que sera cette solution. Pour finir sur cette présidentielle, on l'a compris, pour vous, ça se fera à 3. Mais quand tous les gouvernements précédents ont dit que c'était d'abord les Calédoniens qui allaient choisir, il y a eu les 3 référendums, mais que c'était aux Calédoniens de décider de leur avenir et que à chaque élection nationale, il y a de moins en moins de participation. Est-ce qu'on a vraiment besoin de l'État et est-ce que les Calédoniens ont vraiment besoin de participer à cette élection? Nina Julier.
Oui, les Calédoniens doivent prendre conscience que ces élections présidentielles et surtout celles qui vont suivre les législatives sont importantes parce qu'au travers de ces élections, les Calédoniens vont choisir l'avenir de leur pays. La Nouvelle-Calédonie est française, les 3 référendums ont été remportés par le camp du non, le débat est clos sur le sujet. Maintenant, c'est quelle Nouvelle-Calédonie française on veut. Et les Calédoniens doivent comprendre que, au travers de ces débats présidentiels, parce que les présidents portent aussi un projet pour la Nouvelle-Calédonie, on n'en a pas parlé, mais les candidats qui se présentent aujourd'hui ont une vision différente de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie française. Certains défendent la partition du pays, d'autres, au contraire, veulent une Nouvelle-Calédonie unie. Et ça sera le même débat dans le cadre des législatives. Donc les Calédoniens, lorsqu'ils vont choisir leurs représentants, que ce soit le président de la République ou les députés au travers des législatives, vont donner une légitimité au projet porté par ces candidats-là. Donc oui, évidemment que ces élections sont importantes et que les Calédoniens doivent bien comprendre tout l'intérêt de ces élections et des représentants qu'ils vont choisir pour aller défendre la vision que eux-mêmes ont de leur avenir. Philippe Dunoyer, je vous vois hocher la tête, vous n'avez pas l'air d'accord. Non, enfin, je suis entièrement d'accord sur le fait que les Calédoniens doivent bien sûr participer un maximum à toutes les élections, parce que je suis, comme nous tous ici, certainement attaché au droit de vote. Donc participer aux élections, c'est un droit, ça pourrait être un devoir, en tout cas c'est une chance et une opportunité qu'il faut toujours saisir parce qu'il vaut mieux choisir pour soi plutôt que laisser les autres choisir pour soi-même. Donc là-dessus, sur la participation, elle est nécessaire. Elle est nécessaire parce que d'abord aussi ça permettra à chacun d'exprimer des sensibilités et de comprendre un peu quelle est la mosaïque en Calédonie. Mais là où je ne suis pas en accord avec ce que vient de dire Nina Julier, c'est que là, bien entendu, chaque candidat au présidentiel arrive avec sa vision, sa pseudo-vision, si je peux me permettre, parce que pour certains, elle est quand même toute récente, du dossier calédonien. Donc elle n'est pas construite, elle n'est pas issue d'une réflexion, mais enfin, elle existe. Donc il y a un éventail de choix. Et aux législatives, on sent bien déjà que les partis, potentiellement en tout cas, et leurs candidats pourront porter des visions différentes. Mais il faut faire très attention à une chose, c'est que si nous réduisons ces élections législatives, ou nous amenons ces élections législatives et présidentielles à une forme de pré-référendum ou de pré-choix d'une solution, nous allons obligatoirement condamner les électeurs à faire un choix qui ne pourra pas être un choix majoritaire. Enfin, je souhaite, bien entendu, que les candidats élus disposent d'une majorité, mais ce n'est pas la réalité des derniers rendez-vous électoraux. Et il ne faut surtout pas que nous nous trouvions encore devant une division, une scission, une répartition des sensibilités qui sera elle-même contre-productive pour la construction d'une élection. Bien sûr, que celui qui est élu ou celle qui est élue soit élu avec une majorité de voix, il n'y a pas de souci là-dessus, mais si on considère que du coup cette personne qui porte un projet A, ça voudra dire que son projet A est meilleur que le projet B, C ou D. Je pense que nous ferons une erreur parce qu'il faut d'abord réunir les conditions du dialogue pour trouver, en tout cas c'est ce que porteront nos candidats, la voie d'un consensus définitif. Pas sur une solution qui sera meilleure, moins bonne ou un peu moins bonne que les autres. Ça vient venir après. Ce qu'il faut d'abord, c'est trouver des personnes, président bien sûr ou présidente, et puis députés qui soient en capacité, en tout cas c'est ce qu'on demande aux électeurs, de les représenter et de porter leur voix sur les différents dossiers calédoniens. Mais ne pas confondre cette élection avec une nouvelle forme de référendum qui va encore cliver les Calédoniens, alors que le référendum de projet dont on parle, celui qui est en place pour juin 2023, c'est un référendum qui doit réunir une grande majorité de Calédoniens, comme l'accord de Nouméa l'a fait, au-delà de nos divergences politiques. Gilles Brial. L'enjeu de ces élections législatives, il y a 577 députés à l'Assemblée. Sur 575 d'entre eux n'auront qu'un seul objectif, c'est d'être dans la majorité ou dans l'opposition au président de la République ou au nouveau président de la République. Il y en a deux. Les Calédoniens, eux, vont avoir un rôle particulier, c'est de porter ou faire partie de ceux qui vont porter la sortie de l'accord de Nouméa. Donc les indépendantistes nous poussent à en faire un référendum de projet. Moi, je considère que la sortie, elle doit se travailler. Il n'y a pas que les indépendantistes. Oui, mais eux nous poussent dans leur stratégie. Après, on y va ou on n'y va pas, ça c'est autre chose. Mais notre rôle, les rôles des Calédoniens dans cette élection législative, ça va être de choisir les équipes qui vont porter la voix des 3 référendums. C'est-à-dire 3 fois les Calédoniens ont dit non à l'indépendance. Mais ils ont dit non à toute forme d'indépendance, à l'indépendance association, à forme d'accord qui pourrait être à une moitié indépendance qui ne porte pas son nom. Mais c'est comment on arrive, nous, quelle est notre capacité à refaire une unité
lors de ces élections législatives pour porter un projet commun après. Parce que aucun de nous n'a la capacité aujourd'hui, même s'il gagne l'élection législative, de dire je vais porter seul le projet, la solution de la. Mais dans ce cas-là, pourquoi pas faire des candidatures communes aux législatives ? Mais moi, je pense que je suis celui qui prône pour ça depuis des années. On m'a dit que c'était pas possible, on a réussi à créer l'AEC. On m'a dit que c'était pas possible, on a réussi à créer les loyalistes. Et quand on a créé les loyalistes, on l'oublie. Moi, je ramène ce petit projet qu'on avait fait à l'époque. On a réussi à aller au deuxième référendum avec un projet à la fois de société et un projet institutionnel qui regroupait les 5 composantes des formations dites loyalistes. Et je pense que c'est ça qui doit être encore notre objectif. Alors peut-être que c'est un objectif difficile à atteindre. Peut-être que certains ont besoin de se compter aujourd'hui, mais c'est pas ce que demandent les Calédoniens. Les Calédoniens ne nous demandent pas d'aller aux élections pour nous diviser et nous compter, parce qu'il y aura un lendemain d'élections, et le temps qu'on a passé à se diviser là, c'est du temps de perdu pour avoir une solution commune qu'on va devoir porter face aux indépendantistes. Donc finalement, le choix des Calédoniens, c'est quelles équipes ils mettent en place pour aller porter, pour défendre, parce que il va falloir se battre avec les indépendantistes pour que la voix des Calédoniens qui ont dit 3 fois non à l'indépendance soit reconnue et soit transcrite dans ce que sera l'après-accord de Nouméa. Nina Julier, vous allez pouvoir répondre dans un instant. Je rappelle juste aux auditeurs qu'ils peuvent participer à ce débat au 258-258. Retour sur l'actu. Intervenez avec vos questions au 258-258. Nina Julier, donc vous souhaitiez répondre à Gilles Brial par rapport justement à cette multiplicité ou à cette unicité lors du scrutin législatif. Je trouve que mes collègues manquent de transparence avec les Calédoniens. Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas leur mentir comme ça. C'est-à-dire ? Il existe des différences fondamentales chez les loyalistes. Bien sûr qu'on a un socle commun, mais si vous voulez, on se met d'accord tout de suite. On est tous les 3 d'accord pour avoir un statut définitif dans la Constitution et on est tous les 3 d'accord pour avoir un corps électoral glissant. Ça y est, ça c'est fait. Mais après, on a des différences fondamentales. Et dire aux Calédoniens, demain, les élections, vous allez choisir des équipes pour aller défendre une Nouvelle-Calédonie française. Eh bien non, je suis désolée, la Nouvelle-Calédonie, elle est française. Quand les Calédoniens vont choisir leurs représentants, ils vont choisir un projet de société. Et aujourd'hui, autour de la table, on n'a pas le même projet de société. Donc, il ne faut pas mentir aux Calédoniens. Nous, là, présents autour de la table, si on est élu demain ou si notre parti est élu, on va aller défendre notre vision. C'est ça, faire de la politique, c'est avoir une vision pour le pays. Moi, j'ai une vision pour le pays qui est différente de celle de mes collègues. Donc, on ne peut pas dire que cette élection, c'est juste choisir des gens, des personnes, une équipe, ou alors, j'ai pas bien compris ce que disait Monsieur Dunoyer, un consensus ou non, c'est pas ça du tout l'enjeu. Justement, les présidents de la République, quand ils se présentent, les candidats, quand ils se présentent à la présidentielle, ils se présentent avec un projet et ils vont avoir des projets pour la Nouvelle-Calédonie. Et certains ont déjà commencé à décliner leurs projets. Alors, peut-être que mes collègues ne les ont pas consultés, mais leurs projets sont très clairs. Certains veulent que la Nouvelle-Calédonie reste unie et d'autres veulent des différenciations provinciales, des partitions, etc. Donc, quand on choisit le président de la République, on choisit aussi le projet qu'il propose pour la Nouvelle-Calédonie. Eh bien, ça sera pareil pour les législatives. Les candidats vont porter une vision politique, un projet institutionnel qui permet de décliner cette vision politique, et les Calédoniens vont se prononcer en toute transparence. On ne va pas aux élections en disant aux Calédoniens écoutez, moi j'ai pas de projet parce que mon projet finalement c'est de faire le consensus avec les autres pour aller ensuite défendre encore un consensus. Non. Philippe Dunoyer, je vous vois réagir. Oui. C'est pas étonnant, oui. Je récuse l'attaque de mensonge, c'est pas plaisant. J'ai pas agressé Madame Julier, donc je trouve que c'est une agression gratuite. Ensuite, chacun fait bien la campagne qu'il veut, et on voit bien d'ailleurs que, contrairement à ce que a dit Monsieur Brial et qu'il peut espérer, qu'on peut toujours tous espérer, c'est-à-dire des candidatures ou en tout cas des sujets qui soient le plus portés. Malheureusement, moi je souhaite ça. Malheureusement, si on dit les législatives, c'est valider la suppression des provinces pour les uns, valider. Ça, c'est ce que propose Génération. Pour la Génération, valider la suppression du gouvernement pour d'autres et une hyper-provincialisation. C'est plutôt le rassemblement, par exemple.
valider encore un troisième projet. On va demander donc aux Calédoniens, si j'ai bien compris, de faire en sorte que l'élection législative, ça soit une forme de référendum de projet. Ah, ça ne pourra jamais marcher. Que bien entendu, les Calédoniens aient des préférences, moi j'en ai, contrairement à ce que dit Mme Julie Lejourné. On aimerait bien les connaître. Mais vous les saurez le moment venu, parce que le but, c'est pas de faire le concours Lépine de la meilleure proposition. Moi, j'ai pas la prétention de dire, parce que mon idée est meilleure, tout le monde va se ranger derrière moi, et je pense que si quelqu'un ici prétend que parce qu'il aura gagné les élections législatives, tout le monde se rangera derrière son projet, il se berce d'illusions. L'histoire de la Nouvelle-Calédonie, elle a montré, et c'est très compliqué, que c'est le consensus. Le consensus pas décrété, le consensus construit. Nous, ce qu'on veut, c'est un consensus définitif, parce que c'est deux mots très simples à prononcer. Et dans ce cas-là, à quoi servent ces législatives ? Mais ces législatives, pardon madame, mais les députés, comme d'ailleurs les sénateurs, qui sont accessoirement des élus de la nation, ont trois missions. Voter la loi, contrôler l'action du gouvernement et porter et représenter les intérêts des électeurs de leur circonscription. Pas seulement ceux qui ont voté pour eux d'ailleurs. Et dans cette élection législative, il y a quand même fort à parier que les indépendantistes vont pas prendre une part très active. Ce sera leur choix, vous me direz, mais à la fin, il est faux de prétendre que 2 députés sur 577, une fois élus, vont pouvoir garantir à leurs électeurs que c'est leur projet qui va gagner. Ce projet-là, cette sortie de l'accord de Nouméa, par sa sensibilité, par son urgence, nécessite, c'était pas pour rien qu'on le disait tout à l'heure, que le président de la République prenne des initiatives. Et que bien entendu, je le souhaite, il soit soutenu par une majorité de parlementaires, parce que c'est parce que cette majorité et plus largement les 3/5 pourront exprimer et valider le choix des Calédoniens que nous y parviendrons. Mais aucune solution d'avenir permettant une sortie apaisée de l'accord de Nouméa ne se fera sans les indépendantistes. Ça, c'est sûr. Ça ne veut pas dire que c'est la leur, que c'est la mienne. C'est ça que je veux dire simplement. C'est dans le débat sur les élections législatives, nous aurons, et j'observe qu'aux dernières élections législatives, personne s'était engagé sur ce champ-là. Là, bien sûr, c'est un champ qui est éminemment important, urgent, et sur lequel on a tous des choses à dire. Et c'est très bien. Mais il faut que notre réflexion, elle soit nourrie tous ensemble. Si on la nourrit qu'entre nous, bon, d'ailleurs, on peut ne pas être d'accord, que les indépendantistes font de leur côté, et puis que l'État arrive avec peut-être une autre sensibilité, alors là, c'est sûr qu'en juin 2023, on ne trouvera rien du tout. C'est juste ça que je veux signaler. C'est-à-dire que chacun porte, c'est une chose, mais de dire que c'est l'enjeu des législatives, non. On va laisser. Vous allez pouvoir répondre, mais comme c'est le principe de l'émission, on a aussi une question d'auditrice qui est actuellement avec nous. Christelle, bonjour. Oui, bonjour. On vous laisse poser votre question. Bonjour à tous les intervenants. Merci de l'émission. Voilà ma question après un petit rappel de choses. Je sais que tous les députés, toutes les personnes qui sont au gouvernement, surtout, sont élus par le peuple. Le peuple est quand même le premier concerné par rapport à tous ces débats. Il me semble, je suis une loyaliste, mais j'aime aussi beaucoup de choses des indépendantistes. Et il me semble que les projets portés par certains partis politiques, je ne retrouve pas en entier tout ce qui m'intéresse. Mais par contre, j'en retrouve un peu de partout. Et donc, ce serait intéressant de laisser au peuple, comme toutes les réformes qui ont été faites, de demander au peuple quelles sont les choses qui les intéressent et obliger tout le monde à travailler autour de ce que le peuple demande. Et donc, sur ces élections nationales, quelle est votre question pour les élus calédoniens qui sont autour de la table ? Eh bien, plus vite les projets seront posés, plus vite on saura de quoi on parle. Et à ce moment-là, donner la possibilité au peuple de pouvoir choisir tous les éléments qui les intéressent dans les différentes propositions qu'il y a des partis. Merci. Est-ce que c'est possible ? Merci Christelle. Gilles Brial, vous êtes le premier à répondre. Vous pourrez ensuite répondre à Philippe Dunoyer et Nina Julier. Ce qui est compliqué, c'est d'aller piocher chez chacun. Ça, dans une élection, vous mettez un bulletin, vous pouvez pas mettre un bout de chaque bulletin. Mais par contre, il faut entendre que les Calédoniens veulent être entendus. Moi, je crois moins aux capacités d'organiser des tables rondes dans les mouvements, parce que vous faites venir vos militants pour faire des belles photos. Mais par contre, les Calédoniens ont beaucoup travaillé. Vous prenez NCECO, qui ont fait une production énorme sur leur vision de l'économie. Il se passe plein de choses dans les clusters. L'État a mis en place cette grande consultation. Donc, il faut que nous, dans nos projets de société, on porte ça. Mais encore une fois, ce
je partage pas l'avis de Philippe Dunoyer sur le rôle des députés calédoniens. Ce qui change par rapport à toutes les élections législatives précédentes, c'est que la Nouvelle-Calédonie restera française. C'est le président de la République qui l'a dit, ça. Ça a été clair. Donc, la question d'indépendance, pour nous, elle se pose plus. Et la deuxième évidence, c'est que l'accord de Nouméa est fini. Donc, dans cette mandature-là, il faudra trouver une solution d'après accord de Nouméa. On n'a pas le choix. Donc, il faut que ça passe par les législatives. Mais les députés, attendez, quand il y a eu le groupe Le Prédour, il y avait les 2 députés autour de la table, c'est-à-dire que les Calédoniens, là encore une fois, les Calédoniens, mais moi, je vous donne ma vision. Philippe Dunoyer a le droit de pas être d'accord. Je dis une chose, c'est que les Calédoniens vont définir des projets, certes, mais également les équipes qui vont les porter. Et quand je parle d'équipes qui vont les porter, vous l'avez dit tout à l'heure, les indépendantistes, ils considèrent que le 3e référendum n'a pas eu lieu et qu'il y en aura un 3e, un 4e ou un 5e. C'est qui va être capable de se mettre en face, de taper du poing sur la table et dire les Calédoniens sont exprimés 3 fois. Il n'est pas question qu'on revienne sur ce débat-là. Maintenant, la seule option qu'on a, c'est quel est le projet de société qu'on définit pour la Nouvelle-Calédonie dans la France, avec sa large autonomie, avec ses reconnaissances de ces différences ethniques, culturelles, si on veut, mais dans la France. Et qui ils vont choisir pour porter cette voie-là, pour définir des équipes. Alors, il y a des candidats qui le seront, il y en a qui ne sont pas candidats. Sonia Backès, par exemple, elle n'est pas candidate aux élections législatives, elle fera partie de ceux qui négocieront, mais elle ne va pas négocier seule. Donc, quelles sont les équipes qu'on définit pour porter ça, avec des projets. Mais, encore une fois, le projet qui doit être le numéro 1 pour les non-indépendantistes, c'est quelle est la capacité à réunir le maximum de loyalistes pour aller face à l'État, pour aller face aux indépendantistes, pour porter, encore une fois, la voix des Calédoniens qui se sont exprimés 3 fois. Nina Juliet, je vous vois hocher la tête, mais Philippe Dunoyer, non, mais parce qu'il y a peut-être un peu d'incompréhension, parce qu'on est obligé de parler un peu vite, qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais moi, ce que je dis pas que les parlementaires, que ce soit les députés ou les sénateurs, sont étrangers à ce débat-là. J'ai jamais dit ça. Au contraire, puisqu'ils sont bien sûr acteurs, et pas seulement, puisque les présidents d'institutions qu'on ne va pas élire aux législatives sont évidemment acteurs, que les présidents de groupe sont acteurs. Donc c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que l'élection législative, stricto sensu, elle peut permettre aux électeurs d'avoir des critères, comme disait Madame tout à l'heure, de choix, de sélection en fonction des personnalités, des programmes et d'une vision qui sera dite sur l'avenir. Mais attention, les Calédoniens viennent de sortir de 3 référendums en l'espace de 2 ans. Ils sont éreintés et divisés. Et au cas où ce serait pas clair, j'ai voté 3 fois non moi. D'accord ? Donc il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Je suis très très heureux du résultat de ces 3 référendums. Ce que je dis simplement, c'est qu'il ne faut pas qu'une nouvelle échéance, quelle qu'elle soit, que ce soit législative ou d'autre, se transforme encore en risque de cliver les Calédoniens en 2 ou en 3 bouts. Puisque la seule contrainte qu'on a aujourd'hui, c'est la contrainte la plus complexe, c'est justement de nous réunir un maximum, jamais à 100%, indépendantistes et non-indépendantistes de sensibilités différentes. C'est aussi, je crois, ce que j'ai compris de l'intervention de Madame tout à l'heure. Donc, il y aura du bon à prendre chez tout le monde. Et c'est certainement ni moi, ni personne tout seul qui a la solution. Il faut donc qu'on se réunisse pour la construire, cette solution. C'est comme ça que l'accord de Nouméa est sorti. C'est comme ça qu'il y a eu un échange et qu'il y a eu des accords, enfin, au sens premier du terme, entre différentes notions et que personne n'est sorti en se disant l'accord de Nouméa, c'est tout moi. Eh bien, ce référendum de projet, c'est un nouvel accord institutionnel où ce sera une part, bien sûr, des uns et des autres, avec l'intervention de l'État et du président. Nina Juliet. Bon, d'abord, je trouve ça assez marrant que Philippe Dunoyer ait besoin de se justifier sur le fait qu'il ait voté 3 fois non. Parce que je le sens dans certaines expressions, je sens qu'il y a un doute qui s'exprime. Donc, je le rappelle. Pas peut-être du côté des auditeurs, effectivement. Non, moi, ce que je constate, c'est que on nous appelle à créer des équipes. Pour aller défendre le projet face aux indépendantistes. Mais la question, c'est quel projet ? Enfin, on ne va pas dire aux gens, votez pour nous pour aller vous défendre face aux indépendantistes, mais vous défendre pourquoi ? Il faut bien qu'on dise aux gens quel projet on va porter face aux indépendantistes. Et on ne va pas commencer à s'interroger maintenant sur qu'est-ce que les indépendantistes vont est-ce que les indépendantistes vont accepter ça ? Est-ce qu'ils vont pas l'accepter ? Comment est-ce qu'ils vont réagir quand on va leur proposer ça ? Est-ce qu'ils vont bien le prendre ? Est-ce qu'ils vont mal le prendre ? Vous pensez qu'en face, chez les indépendantistes, on est en train de se poser la question ? Mais absolument pas. D'abord, il faut que nous, on a des convictions, on est des femmes et des hommes politiques, on a des convictions. Il faut dire aux Calédoniens quelles sont nos convictions pour l'avenir.
Et la discussion, après, il y aura une Philippe période, Dunoyer. mais les Calédoniens savent très bien qu'il y aura ensuite une période de discussion. Mais je pense qu'ils ont envie de savoir, et on le voit bien avec l'intervention de Christelle, qui nous dit, moi j'ai envie de connaître le projet. Elle nous l'a dit. Quand est-ce qu'on va leur exposer aux Calédoniens les projets qu'on porte? Donc, les Calédoniens savent très bien que derrière, il va y avoir une phase de négociation avec les indépendantistes. Mais il faut bien qu'on leur explique ce qu'on va aller défendre. Et en ce qui nous concerne, à Génération, on a un projet très clair, on l'a exposé, c'est la réunification des Calédoniens avec la fin des provinces, parce qu'on veut en terminer avec ce clivage indépendantiste et loyaliste pour laisser toute sa place aux Calédoniens. On n'arrivera à rien dans ce pays si à un moment donné, on n'arrive pas à se projeter comme étant calédonien. Il faut qu'on soit fier de notre identité calédonienne. C'est ça qui sera la réussite de la cohésion de notre société. Et en tout cas, moi je le dis aux Calédoniens, si vous choisissez Génération, c'est le projet qu'on portera, celui du vivre ensemble, celui que Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur nous avaient promis lorsqu'ils se sont serrés la main. Eh bien, nous, on est optimistes, on veut encore y croire, et aujourd'hui, on propose un projet institutionnel qui va permettre de faire vivre ce destin commun et ce vivre ensemble. Nina Julier, on arrive à la fin de ce débat, donc c'est la dernière question. Du coup, au vu de tous ces échanges, Gilles Brial, qu'est-ce que c'est l'enjeu de cette législative? Pourquoi les Calédoniens doivent aller aux urnes et élire des députés? Parce que c'est l'avenir de la Nouvelle-Calédonie qui va s'inscrire, c'est-à-dire comment on inscrit la Nouvelle-Calédonie dans la France. Elle est dans la France maintenant, mais maintenant comment on en fait que ce soit un vrai projet de société, une Nouvelle-Calédonie de progrès, une Nouvelle-Calédonie stable pour nos enfants. Pour éviter de leur laisser en héritage ce qu'on nous a donné avec l'accord de Nouméa, à un moment où on doit fixer des rendez-vous qui divisent la population. Ça va être ça le rôle des députés. Philippe Dunoyer. Parce que c'est la législature qui va voir la sortie de l'accord de Nouméa et que c'est une sortie compliquée. On sent qu'il y a des tensions et les Calédoniens sont fatigués, sont divisés et il faut qu'on arrive à sortir de tout ça tous ensemble. Et donc il faut participer aux élections législatives, comme toutes les élections d'ailleurs, parce que ce sont des voix importantes, pas les plus importantes, mais ce sont des voix importantes. Et puis parce que, on n'en a pas parlé, je le regrette, mais les députés, comme les sénateurs d'ailleurs, portent d'autres dossiers à l'échelle nationale. Si par exemple nous avons bénéficié de 15 milliards de subventions directes dans le cadre de la crise sanitaire, c'est aussi parce que à Paris, pas seulement, mais nous avons également porté le sujet de la Nouvelle-Calédonie, demandé à nos amis polynésiens s'ils ont eu 15 milliards, si on a pu renouveler des patrouilleurs ils pour ont des surveiller députés notre aussi. zone. Oui, voilà, mais donc chacun défend les causes, les intérêts, les dossiers, qui sont environnementaux, économiques, sociaux, politiques, bien sûr, institutionnels, mais pas seulement. Et il y a aussi encore des dossiers à poursuivre, à porter, pour faire entendre la petite voix des Calédoniens. Moi, je considère que c'est une grande voix, mais à 22 000 km, je peux vous dire que elle est difficile à défendre quand on est 2 sur 577. Il faut arriver à trouver maintenant les oreilles attentives dans une équipe, encore une fois, et je finirai là-dessus, qui aujourd'hui, l'équipe de la majorité présidentielle, est sensibilisée au dossier calédonien, et c'est rare, je peux en témoigner. Et Nina Julier. Les députés vont défendre un projet de société pour les 30 prochaines années, un projet politique, un projet institutionnel. Ils vont le défendre auprès de l'État, auprès du futur président de la République et de son équipe, et ils vont le défendre auprès des indépendantistes. Donc les Calédoniens ont le droit de savoir le projet que ces députés vont défendre. Et c'est parce qu'ils auront eu la légitimité de leur voix à ces Calédoniens lors des élections législatives qu'ils pourront défendre ce projet. Donc je le redis aux Calédoniens, vous allez avoir un choix à faire. On va vous proposer un avenir de société pour le pays. En ce qui nous concerne à Génération, on proposera un projet de réunification de la société pour un meilleur vivre ensemble. Et donc les Calédoniens choisiront le projet qu'ils veulent voir défendu auprès des indépendantistes et auprès de l'État. C'est ça le rôle des députés. Nina Julier pour Génération, NC, Philippe Dunoyer pour Calédonie Ensemble et Gilles Brial pour le MPC et non pas pour les Républicains calédoniens. Je vous prie de m'excuser pour cette erreur. Pour l'avenir en confiance. Pour l'avenir en confiance. Merci d'avoir été là pour débattre avec nous. Je rappelle que nous avions invité les indépendantistes, aussi bien le FLNKS dans sa globalité que le PALICA
ou l'Union calédonienne, chacun de leur côté. Personne ne nous a répondu. On nous a dit aussi que les comités directeurs n'ayant pas été tenus, il n'y avait pas de possibilité de venir s'exprimer. Il n'y a donc pas eu d'intervenants indépendantistes et c'est pour cela. Les 5 dernières minutes, c'est désormais avec vous, Paul Fizine, docteur en histoire. Par rapport à ces enjeux locaux, sur les scrutins nationaux, en Nouvelle-Calédonie, un scrutin national, est-ce que ça a vraiment une importance ? Historiquement, excusez-moi. Donc historiquement, les élections présidentielles appellent, dans le souvenir des Calédoniens, la période de 88, où la Nouvelle-Calédonie était un enjeu lors de cette élection présidentielle-là. Mais il est vrai qu'au cours de ces dernières années, on peut noter un désinvestissement progressif peu à peu pour les campagnes présidentielles. 88, c'était il y a plus de 30 ans. Ça reste quand même dans l'esprit des Calédoniens, cette association présidentielle et drame ? Eh bien, je dirais que oui, puisque les mémoires de la Nouvelle-Calédonie sont encore vivaces, puisque on a eu le film de Kassovitz, et que régulièrement, si vous allez à Ouvéa, il y a un monument. Et dans les représentations, notamment des indépendantistes, le drame d'Ouvéa constitue un des séquences historiques majeures dans leur représentation au monde. Pour autant, d'un point de vue historique, car je rappelle, vous êtes docteur en histoire, comment est-ce qu'on peut juger les enjeux calédoniens au sein des élections, aussi bien présidentielles que législatives ? Est-ce que la Calédonie, de l'autre côté, compte vraiment pour les élections nationales ? Eh bien, c'est difficile de répondre à cette question puisqu'il s'agit d'une idée de représentation. D'ailleurs, le débat qui vient d'avoir lieu montre bien ce rapport avec les élections présidentielles. Pour les uns, il y a on sent qu'il y a une importance de la fonction présidentielle. Par exemple, M. Briel a dit « La Nouvelle-Calédonie restera française ». C'est le président de la République qui l'a dit. Et chacun des orateurs qui m'ont précédé ont bien rappelé cette importance, mais pour ma part, je dirais personnellement en tant qu'historien qu'il est difficile de mesurer de manière scientifique l'impact d'un président en Nouvelle-Calédonie. Parce qu'en même temps qu'on responsabilise et qu'on donne du pouvoir à la fonction présidentielle, cela peut donner l'impression d'une inertie de la population calédonienne. Notre destin est-elle totalement aux mains du président de la République ou avons-nous un rôle à jouer ? C'est la question que pose également en toile de fond le débat présidentiel. Et justement, pour attirer de nouveau les Calédoniens sur ces scrutins-là et faire en sorte qu'ils se l'approprient, qu'est-ce qui a pu être fait par le passé et qui pourrait être fait pour attirer les Calédoniens aux urnes ? Eh bien, comme l'ont rappelé, chacun des candidats présents, c'est un enjeu et c'est la façon dont on va présenter cette séquence d'élections aux législatives. Pour les uns, il s'agit de mettre en place une équipe qui va inscrire la Nouvelle-Calédonie durablement dans la France. Et pour les autres, il s'agit de conforter, de légitimer un projet de société. Et par rapport à l'absence des indépendantistes de ce débat pour l'instant sur les élections nationales, on l'a dit, il n'y a pas eu de comité directeur et donc pour l'instant les partis indépendantistes sont assez discrets sur ce sujet. Est-ce que ça peut avoir une incidence sur l'enjeu et sur les résultats des élections à venir ? Eh bien, si on se base sur les précédents résultats. Eh bien, je dirais que traditionnellement, il y a une participation moindre des indépendantistes. D'ailleurs, je voudrais noter que le grand absent de ce débat sont les indépendantistes, mais qui sont énormément présents par le verbe et par à chaque fois on rappelle leur démarche, mais effectivement il y a une tendance du côté des indépendantistes, si on regarde historiquement, à choisir des candidats qui se sont engagés en faveur de l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. En tant que docteur en histoire, en tant que Calédonien, comment vous voyez les enjeux locaux de ces élections nationales ? Eh bien, pour ma part, je dirais que c'est une histoire de présentation. Comment est-ce qu'on présente ces élections-là aux Calédoniens ? Ensuite, nous avons les partis politiques qui sont là, qui vont faire un enjeu de légitimité pour justement ancrer la Nouvelle-Calédonie dans la France.
pour d'autres, ça va être justement pour défendre un projet de société spécifique de la Nouvelle-Calédonie dans la France. Et pour moi, ces élections-là, pour susciter un intérêt des Calédoniens, eh bien, c'est de pouvoir ramener à la fois parler des enjeux nationaux et leur impact sur le plan local. Paul Fizine, docteur en histoire, merci d'avoir été avec nous pour ces 5 dernières minutes. C'est la fin de cette émission. Retour sur l'actu. Merci à tous mes invités d'avoir été là pour cette première. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir également été là pour cette première. Rendez-vous vendredi prochain à 12h15. Très bon après-midi et très bon week-end sur la première.